Bonjour et bienvenue dans votre émission économique Ose Entreprendre. Notre équipe va vous faire découvrir des projets, des innovations, des astuces pour entreprendre. Alors pourquoi pas vous? Le thème du jour est la transmission reprise d'entreprise familiale au féminin. Notre cœur d'activité, c'est les manches d'outils en bois, donc les manches de pelle, de pioche, de râteau, pour lequel on a développé un vrai savoir-faire. Et puis, la crise aidant, il a fallu qu'on se bouge un peu les fesses et qu'on trouve de nouveaux marchés. Pour cela, on a eu l'idée de faire appel à des designers. Et de là est né un premier concept qui s'appelle Mon Prévert, qui est une déclinaison de notre savoir-faire, donc le bois tourné, avec des jardinières à hauteur, qui était très tendance quand on a sorti le produit. Et aujourd'hui, on continue dans cette démarche de design. Moi, ce que je voulais savoir avec vous, c'était d'une part, comment vous avez défini cette stratégie de développement de l'entreprise familiale. Est-ce que vraiment, pour vous, sur cette piste du design, c'est une piste qui ouvre des perspectives intéressantes? Et puis, de quelle manière vous pouvez la décliner? Je pense qu'il n'y a pas que justement ce projet de jardinière qui est en cours. Il y a d'autres choses qui se présentent. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc effectivement, le marché du manche d'outils est aujourd'hui saturé et pour avoir de nouvelles perspectives d'avenir et avoir, je l'espère, une 6e génération derrière moi, il était important de pouvoir s'ouvrir au design. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Romain Vèvre. Au début, le design nous faisait un petit peu peur parce qu'on est une PME, on est 20 salariés. Et quand on entend design, pour nous, on pensait à des grands noms et surtout à des produits qui n'ont pas de vraie utilité. Or, nous, on avait besoin de créer des produits qui avaient une vraie utilité, un vrai plus pour le consommateur final. C'est suite à une visite de Philippe Jarnia et une visite de notre entreprise où il nous a incité à s'ouvrir au design. Il faut s'arrêter un petit peu sur la collaboration que vous avez avec 4 et 3-7 parce que c'est une collaboration croisée, c'est-à-dire que eux font progresser vos produits en quelque sorte, mais ils utilisent aussi votre savoir-faire. Tout à fait. Quand on a commencé à travailler avec Romain, on a été obligé, on a eu l'envie d'investir dans de nouvelles machines-outils. Et ces nouvelles machines-outils nous permettent aujourd'hui donc lorsqu'on travaille avec KT37, ils créent un produit et nous, on le fabrique. Et la phase 2, c'est qu'ils développent des produits pour nous. Donc il y a vraiment 2 facettes effectivement sur le travail avec 4 et 3-7. J'imagine que travailler avec son père, ça doit pas être, ça doit pas être simple tous les jours. Comment ça s'est passé par rapport à cette histoire de design? Est-ce que c'était facile? Toutes les générations étaient sur la même longueur d'onde par rapport à ça? C'est une démarche plutôt novatrice. C'est une démarche novatrice, mais qui est aussi importante pour mon père que ça ne l'est pour moi. Lorsqu'il a repris l'entreprise, ça s'est fait dans 2 conditions un petit peu délicates et il n'avait pas envie d'avoir la même chose, de vivre la même chose avec moi. Je pense qu'il y a aussi une question, le fait que je sois une femme, donc le fait que je sois sa fille, un côté très paternel forcément. Et il a envie que tout se passe pour le mieux et que surtout l'entreprise continue, perdure, parce que derrière lui, il y a quelque chose. Donc pour lui, le design, en plus, il a vraiment accroché. À chaque génération, il y a eu des améliorations dans l'entreprise et lui m'aide à créer l'amélioration de l'entreprise par le biais de l'innovation. C'est vraiment une démarche qu'on a eue ensemble. Oui, donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous parlais du concept Nespresso. Donc c'est, on va dire, la plus nomade des machines à café. Donc c'est une machine qui tiendrait presque dans la poche. Elle promet la préparation d'un véritable expresso où qu'on soit. Donc ça peut être en camping, à la montagne, en bateau ou en voiture, avec une pression de 16 bars. Cette pression elle est obtenue en pompant grâce à un système qui ressemble à une vulgaire pompe à vélo. Après, le seul inconvénient, c'est qu'il faut de l'eau chaude pour pouvoir faire fonctionner cette machine. Le fonctionnement il est relativement simple et il se fait en quelques étapes. Donc il faut fermer la vanne pour avoir cette pression. Il faut ensuite retourner la machine, l'ouvrir, y mettre l'eau, l'adaptateur concerné, la refermer et retourner l'appareil pour que la pression se relâche et donc faire couler l'expresso. Alors évidemment, pour les amateurs de café allongé, vous pouvez passer votre chemin. La contenance est adaptée exclusivement aux expressos avec une contenance de 50 ml seulement.
Alors j'ai testé ce fameux système avec le système de dosette et honnêtement on obtient vraiment un très bon café expresso. Vers quoi se dirige finalement l'innovation au sein de l'entreprise Jacques Neymanin? Jusqu'à maintenant vous êtes surtout intéressé à ce qui concernait l'extérieur, mais je crois que de plus en plus, vous allez vous tourner vers l'intérieur des maisons? Tout à fait. On a créé donc mon Prévert. Ensuite, on a créé des tables pour mettre des planchas, du mobilier extérieur. Et aujourd'hui, notamment avec KT37, on rentre à l'intérieur de la maison avec des petits objets type dessous de plat. Dessous de plat parce qu'on a une activité annexe qui est la fabrication de seaux à asphalte pour transporter l'asphalte en bois. Et depuis, ça fait plus de 50 ans qu'on fait ce produit-là. Et donc, on utilise les fonds de seaux, qui sont une galette en bois, pour chez nous, pour faire des dessous de plat, pour couper le pain. Donc, de cette idée est née une prochaine idée de dessous de plat un peu plus rigolo et un peu plus sympa, en valchromate et des lampes, des choses comme ça. Ce qui est drôle finalement, c'est que vous puisez des idées innovantes dans les traditions de l'entreprise finalement. Je pense que c'est la marque de fabrique de notre entreprise, c'est de toujours essayer d'innover, même dans les manches. On a essayé de faire des choses différentes, mais en gardant notre savoir-faire, parce que c'est notre plus-value à nous. Félicitations à Julie. Pourquoi ? Parce que j'ai lu une statistique il y a très peu de temps que dans les entreprises familiales, statistiquement, c'est à la 3e génération que la boîte est plantée. 5e génération, le cap est passé, donc tant mieux. Et ça, c'est vraiment une vraie qualité. C'est vrai qu'apparemment, 4 entreprises familiales sur 5 se plantent à la 3e génération. Bien souvent, l'erreur que font beaucoup de gens qui entreprennent, et je le vois chaque semaine dans mon cabinet, c'est qu'ils se concentrent, souvent ils ont une bonne offre, ils ont une vraie expertise, et ils sont centrés sur leur expertise, plutôt d'être centrés sur le résultat et finalement ce que veut le client, parce que c'est toujours ça qui est important, c'est qu'est-ce que veut le client, et le but d'un produit, qu'est-ce qu'il soit physique, marchand, un service, c'est d'apporter ce que veut véritablement le client. Stéphane Royal, justement, alors, donc, est-ce qu'un ostéopathe peut aider dans ses choix de produits pour justement voir ce qu'on peut faire, comment on peut être bien par rapport au poids, Monsieur Poids? Monsieur Poids, non, Monsieur Santé plus largement. Oui, en fait, je suis parti là aujourd'hui pour essayer de clarifier sur une question qu'on se pose régulièrement, qui est celle des différentes discriminations, notamment la discrimination physique, et notamment faut-il être beau pour réussir et pour entreprendre. Et donc pour être dans le fauteuil aussi, non, le fauteuil on n'a pas besoin d'être spécialement... Beau, pas forcément. Et en fait, la question, elle peut paraître très légère, voire totalement futile, mais en fait, elle mérite pourtant d'être posée. Et en fait, on se rend compte que l'apparence physique joue un vrai rôle dans le monde du travail. Et c'est donc Jean-François Amadieu, qui est directeur de l'Observatoire des discriminations sur Paris, qui a répondu plutôt à cette question et qui s'est rendu compte que les canons de beauté, du moins ceux qui n'y répondent pas, sont désavantagés souvent aux portes de l'entreprise, certes pour être embauchés, mais aussi au moment d'obtenir des aides, ou quand ils vont rencontrer les différentes instances pour créer une entreprise. Je pense que c'est un avantage d'être une femme, parce que lorsqu'on a géré des personnes, on le fait plus en douceur, ça passe beaucoup mieux. Lorsque je suis en face de clients, une fois qu'ils ont compris que j'avais des compétences, ça, on remet toujours en cause la compétence d'une femme, mais une fois qu'ils ont compris mes compétences, les discussions se passent beaucoup plus facilement. Il n'y a pas de combat de coq, de choses comme ça. Donc je pense que finalement c'est un avantage. Et vos collaborateurs, c'est plutôt des hommes, c'est des femmes ? Alors nos collaborateurs, on est sur la parité, donc plutôt dans la partie atelier, c'est plutôt des hommes, mais il n'y a pas de problème. Et puis dans la partie bureau, c'est plutôt des femmes. Et la transmission auprès d'un homme qui passe à une femme, ça a été vécu comment dans l'entreprise ? Je pense que pour l'instant, c'est bien vécu. Comme on est une entreprise familiale et dans un petit village, les 3/4 du personnel me connaissent depuis petite. Et c'est plutôt ça le handicap. C'est pas être une femme, mais qu'on m'ait connue lorsque j'étais enfant et d'avoir un statut après. Mais comme j'ai fait un petit peu des études, finalement, ça aide. Donc ça ne te pose pas de problème sur la posture, le fait qu'ils te connaissent bien pour l'autorité, le leadership, j'ai envie de dire ? J'ai pas l'impression, en tout cas pour l'instant. Je fais différemment de mon père, mais justement, comme c'est différent, on se marche pas sur les pieds et du coup, les collaborateurs, ça se passe bien. J'aimerais qu'on se concentre sur les passionnés. Et oui, il y en a encore, et quand on voit Julie, la preuve, il y en a encore. C'est parce que c'est une femme qui... Non, mais non.
Pas forcément. Non, bien sûr que non, on plaisante. Je veux simplement parler de ceux qui ne veulent pas juste créer un produit pour répondre à un besoin de consommation immédiat ou simplement pour poursuivre, mais qui derrière ça, on le sent bien, ont une quête philosophique, sociétale, qui veulent changer le monde avec leurs inventions, leurs productions, leurs méthodes de management. Et on voit bien que l'impact de Julie, sa patte sur la société de demain, sur la sienne en tout cas. Je voulais vous parler des entrepreneurs qui agissent donc pour ces aspirations-là et non pas comme on nous en rabat les oreilles en permanence, ceux qui souhaitent uniquement avoir une Rolex au poignet à 40 ans. Je vois que c'est pas encore fait. On peut entreprendre et avoir des valeurs. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre, Sandrine Riget. C'est plus que des valeurs, c'est une vision d'avenir. C'est une volonté de changer la société. Je voudrais faire une citation qui est de Robert Dills, qui est un des référents en termes de communication, qui est le créateur de la programmation neurolinguistique, enfin vraiment quelqu'un de très influent, et qui a établi les différents niveaux de motivation que l'on a. Et en fait, on n'est jamais aussi motivé quand on a l'impression de faire quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. On voit bien dès qu'il y a on ne s'intéresse pas à notre voisin, mais si demain il y a une inondation, il y a quelque chose qui nous dépasse, tout le monde devient solidaire parce que du coup la cause nous dépasse. On a vu ce qui s'est passé le 11 janvier, Charlie, etc. Donc dès qu'on a quelque chose qui nous dépasse, on trouve la motivation. Oser entreprendre, ça demande une envie, une valeur humaine, qu'on peut être maman, qu'il peut y avoir plein de choses. Donc belle continuation et plein de belles choses. Et puis merci à toute l'équipe et je vous donne rendez-vous dans un mois pour notre prochaine émission économique. Belle soirée et à dans un mois.